bruit. Parce que vous êtes sans fil tous. Ben, on va commencer. Donc bienvenue pour ce mercredi de l'Anthropocène, donc du 20 octobre 2021 à Hôtel 71 à Lyon. Depuis le 21 juillet 1969, l'homme a marché ailleurs que sur la Terre. Depuis Blue Marble, l'image de notre planète totalement éclairée nous est apparue dans son entièreté. Et depuis ce temps, l'espace n'a cessé de fasciner, d'être un territoire d'exploration, de recherche scientifique, de fantasmes et de création aussi. J'en veux pour preuve un nombre de romans, le cinéma s'intéresse et tant d'autres choses, l'art bien sûr, et d'autres. Depuis 2015, l'espace est officiellement le nouvel Eldorado, où une loi autorise les citoyens américains à s'approprier des ressources sur les planètes et astéroïdes du système solaire. Et nous le savons, l'espace regorge de métaux rares indispensables à notre société numérique. Très médiatisé, il n'aura échappé à personne que ces derniers mois, des milliardaires, le Britannique Richard Branson, l'Américain Jeff Bezos, le Canadien Elon Musk, ont fait un court road trip dans l'espace, alors que le Vilgom Pécus que je suis a plutôt fait un road trip dans le Pilat. Mais revenons à nos milliardaires. Et s'agissait-il simplement d'un tourisme de Golden Boy ou la face cachée d'un iceberg colonialiste et activiste ou toute autre chose d'ailleurs? Donc pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Gilles Rabin, bonsoir. Vous êtes économiste. Parmi toutes vos activités, vous avez été délégué général au développement économique et à la politique foncière de la métropole de Lyon. Bon, à l'époque, il s'appelait Communauté urbaine ou Grand Lyon, je ne sais plus. Depuis 2017, vous êtes le directeur de l'innovation, des applications et de la science du CNES, qui est le centre chargé d'élaborer et de proposer au gouvernement le programme spatial français, puis de le mettre en œuvre. Arnaud Saint-Martin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, chargé de recherche au CNRS. Vos recherches alternent entre l'histoire des sciences et techniques, et notamment astronomiques, et l'étude des transformations de l'astronautique de la guerre froide à l'avènement du New Space. Donc je vais commencer par une première question, et je dirais, feignons d'être un peu naïfs un court instant. L'espace est-il devenu une simple cour de récréation pour milliardaires qui leur permettent d'atteindre ce rêve de longue date ou celui de frontières infinies? Gilles Rabin, s'il vous plaît. Alors, moi je crois pas à la cour de récréation et à des gens qui, fortune faite, vont dépenser leur argent alors dans les casinos, dans les bordels à Singapour ou dans l'espace. D'abord parce qu'il faut savoir de qui on parle. Bezos et Musk sont des experts de la technologie spatiale. Ils ont été formés à ça. Et j'allais dire, tout petit, ils rêvaient de cela. Donc, j'allais dire, c'est le milliardaire cache l'ingénieur. Ils ont eu les moyens, enfin, de réaliser leurs rêves. Mais ce ne sont pas seulement des rêves d'enfants. C'est une vision de la société, une vision de ce que nous devons faire, nous, humains, dans l'espace, par rapport aux planètes. C'est une vision, entre guillemets, politique de cette conquête spatiale. Et donc, ce n'est pas des milliardaires qui s'amusent, c'est des milliardaires qui sont des ingénieurs fondamentalement et qui ont envie de créer une nouvelle manière de vivre dans l'espace et de conquérir d'autres espaces, parce que pour eux, l'homme est une espèce multiplanète. Oui, alors Saint-Martin peut-être un mot. Alors oui, moi c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup au départ quand j'ai commencé à travailler sur le New Space. Je vais mettre des guillemets, bon je ne vais pas le faire tout le temps, mais parce que c'est vraiment une notion qu'il faut interroger aussi dans son histoire, sa genèse, etc. Et moi ce qui m'intéressait c'était finalement de sonder la croyance dans la possibilité, la nécessité d'une nouvelle conquête de l'espace. Et je me suis rendu en Californie à plusieurs reprises pour interviewer les gens qui incarnent cette révolution. Alors, je n'ai pas pu interviewer Elon Musk ou Jeff Bezos, c'est assez compliqué, hein. Je n'ai même pas essayé, à vrai dire. En revanche, j'ai interviewé des gens qui étaient proches de Musk et certains de Bezos qui l'ont conseillé au tout début, au début des années 2000, lorsque Blue Origin n'existait presque pas, quoi. C'était une entreprise furtive. SpaceX, c'était une entreprise comme on en compte plein dans l'industrie spatiale américaine. Et ce qui m'avait frappé dans ces entretiens, ce que les gens me racontaient, c'est que
Musk, comme Bezos, y croit très fort. Moi, je m'interrogeais sur est-ce que c'est pas une espèce d'enrobage purement marketing qui voit à l'arrêt finalement un intérêt complètement commercial de capitalistes de l'espace. En fait, ils y croient très fort. Maintenant, c'est relativement bien documenté pour Bezos comme pour Musk. L'attraction martienne de Musk, c'est vraiment pas du chiquet. Il y croit très fort. Il faut y aller. On en parlera sûrement des plans de colonisation de Mars. C'est pareil pour Bezos. C'est pas forcément la même voie. C'est plutôt les stations orbitales façon Gerard O'Neill, qui est une autre philosophie de la colonisation de l'espace. Mais là, il y a quelque chose comme un projet. En effet, il y a l'idée de l'ingénieur qui s'allie à celle du visionnaire. Et là, je reprendrai les termes de Patrick McRae, qui est historien de l'industrie spatiale et des nouvelles technologies aux États-Unis, qui parle de visioneers. Donc l'alliance de l'ingénieur et du visionnaire. Et tout ça est allié à du business et aussi une certaine vision politique de l'exploration. Et ça, c'est un des éléments clés et qui fait que, c'est vrai que dans la couverture médiatique courante du New Space, on a tendance à en faire une espèce de diversion, de divertissement de nouveaux riches de la Silicon Valley. C'est évidemment un peu plus que ça. Il y a un projet qui est assez lourd, qui est mûrement réfléchi depuis un certain nombre d'années. En tout cas, chez Bezos, c'est clair, depuis qu'il est adolescent. Et aujourd'hui, on voit les frémissements de la mise en œuvre très concrète de leur projet. Oui, Gilles Rabin, un peu cette différence, parce que là, vous avez découplé ces 3 milliardaires, vous leur avez donné une identité un peu plus resserrée, ce qui est quand même toujours bien, plutôt que de généraliser sur ces personnes-là. Et parce que vous avez l'air de dire que Branson serait un cas un peu différent de Bezos et de Musk. Branson, c'est le tapis, quoi. C'est la personne qui a commencé par vendre des journaux. C'est un vendeur de génie. Et le spatial, c'est un marché qu'il faut conquérir. C'est bien, on va faire ça aussi. Il y aura de l'argent à faire, ça rapportera de l'argent, etc. Encore une fois, c'est pas du tout le même cas. Moi, j'ai eu la chance de croiser Musk, mais dans un moment un peu particulier, il rencontrait Hollande. On était dans la Silicon Valley en février 2013, et Musk, on l'avait trouvé ce type avait l'air intéressant, donc quelques-uns, dont parmi moi, avaient dit au président, il faudrait peut-être rencontrer ce monsieur. Et il avait dit à Hollande, écoutez, je crois que je vais vous tuer. Alors Hollande, qui est un anglais un peu approximatif, dit, je comprends pas, peut-être j'ai mal compris, etc. Et le mec lui dit, non, mais pas vous, Ariane 6, les lanceurs. Et donc, depuis, on est en 2013. Déjà, il avait la dérivée devant lui, il avait la conquête de l'espace devant lui, il avait Mars dans sa tête. Donc, depuis 2002, même, puisqu'il a été créé en 2002. Et donc, voilà, c'est ces deux cas différents. Il y en a un qui veut faire du business, qui est un homme d'affaires du génie, et il y en a un qui est un ingénieur, comme vous disiez, qui a les moyens. C'est, j'allais dire, le Spiegel a marqué la semaine dernière l'extraterrestre, le Léonard de Vinci du XXIe siècle. C'est ça, Musk, c'est un génie, c'est Steve Jobs. Voilà. Et donc, comparé à un tapis, à un Marcel Dassault, bon, Marcel Dassault, il a fait des avions, il a dessiné lui-même, c'était un génie. Tapie, il est un vendeur de génie, mais c'est pas la même chose, quoi. Et puis Tapie est mort, je crois. Une dimension qui est importante là que Marcel vous soulevez, c'est tuer l'adversaire. Et clairement, le business de l'espace tel qu'il est souvent présenté, c'est le rêve, c'est la croissance infinie, c'est sympathique, c'est consensuel. C'est vrai, ce que vous décrivez, c'est des gens qui tuent, qui s'entretuent. Moi, je prépare un livre sur le New Space. Ça fait plus trop longtemps que je suis en retard, mais bon, un jour il sortira. Et j'ai fait l'histoire de plein de startups qui s'entretuent, mais c'est des questions d'espionnage industriel, ils se piquent leurs salariés, ils se piquent la propriété intellectuelle. C'est vraiment terrible. Et ils se bouffent littéralement. Et donc cette attitude-là de Musk, et c'est constamment, en fait, il y a des anecdotes sur je vais tuer Ariane 6, je vais tuer Boeing, je vais tuer ULA. Il veut tuer tout le monde. Et ça, c'est une stratégie monopolistique, comme on en voit souvent dans la Silicon Valley, où il s'agit d'aller très vite et de manger des parts de marché et de manger, a fortiori, les adversaires. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut insister. C'est quand même un panier de crabes terrible, le spatial, en tout cas aux États-Unis, que moi, je connais un petit peu maintenant. Et généralement, on le met sous le tapis parce qu'on a une vision très harmonieuse, tout le monde s'entraide, c'est la coopération. Quand on regarde dans l'industrie, moi, ce que j'observe, c'est terrible. C'est vraiment un milieu... c'est le darwinisme social appliqué, quoi. Oui, d'ailleurs, il y a un sujet qui n'a pas été abordé parce qu'ils ont une puissance de frappe, ces trois-là, en termes de communication, et puis les médias les adorent. On voit bien que ça fait vendre de l'information. Ces entreprises privées,
elles ont quand même profité, parce qu'elles ne sont pas tant en rupture avec ce qu'elles ont fait, elles ont profité de décennies d'investissement public dans la R&D, de programmes de sciences fondamentales, etc. Alors, Sans tout ce qui s'est passé avant, non. Oui, mais c'est pour ça que c'est un métier d'ingénieur. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est compliqué. C'est des technologies. Le moteur de Falcon 9, qui est le moteur Merlin, est un moteur qui a été développé par NASA et qui a été donné à Elon Musk, à SpaceX. Donc, en effet, c'est des dérivées longues. Et donc, j'allais dire, c'est pour ça qu'on peut déjà prévoir ce qui va se passer dans les 10-20 ans à venir. C'est qu'on a déjà les technologies matures par rapport à ces nouvelles conquêtes. Donc, en effet, c'est des choses qui existent, mais à la fois en termes d'ingénieurs, mais aussi en termes de financement. Aujourd'hui, le spatial américain, c'est 95%. On a fait les études qui ont été publiées il y a 2 semaines. 95% du financement public. En France, c'est 95,2. On est un peu en avance par rapport aux Américains. Et en Chine, on ne sait pas. Donc on voit bien, c'est à la fois un métier d'ingénieur, donc profond, et un métier d'investissement public. Donc c'est loin de l'image qu'on a un petit peu du spatial. Et un autre point qui me paraît important aussi à souligner, en effet, le moteur, c'était TRW, c'était des contrats en fait de la NASA pour des industriels privés, et Musk va débaucher finalement l'ingénieur en chef, Thomas Muller, pour le faire venir chez SpaceX et de redévelopper le moteur Merlin qu'il n'arrivait pas à développer en fait dans sa boîte. Donc il y a aussi, il siphonne, hein, il est très fort aussi pour ça, Musk au départ. Mais il n'y a pas que les moteurs de fusée, il n'y a pas que les fusées, il n'y a pas que les satellites, il y a aussi toutes les infrastructures, les ports spatiaux, les centres. La NASA, c'est une dizaine de centres aux États-Unis, c'est énorme en fait. Et tout ça, c'est de l'infrastructure aussi au sol qu'on oublie aussi. Alors que c'est vraiment un système d'activité qui est extrêmement hétérogène et intégré. Et c'est tout ça, c'est des décennies en effet d'investissement long. Et aujourd'hui, les mecs, ils ramassent tout. C'est déjà assez mûr, il n'y a plus qu'à mettre en œuvre des concepts qui ont été relativement éprouvés depuis maintenant longtemps. Et toute une série de concepts, par exemple le concept des méga-constellations, ça fait depuis les années 90 qu'on en rêvait. On savait à peu près ce qu'on allait produire. Certes, on passe plus par le géostationnaire, mais on est en orbite basse. Mais le concept même de la méga-constellation, il y avait déjà des projets dans les années 90, d'ailleurs soutenus par Bill Gates, etc. Donc il y avait déjà les linéaments de la révolution qu'on nous vend aujourd'hui, avec des 2.0, etc. Bon, ça fait en fait depuis 30 ans que les concepts sont présents et en effet mûris dans les agences souvent. Justement, au CNES, c'est des choses... je veux dire, comment se passe ce rapport justement public-privé sur ces questions spatiales, parce qu'on voit bien aujourd'hui que ces milliardaires, entre autres, ces entrepreneurs de génie, pour certains quand même, ou ces nouveaux aventuriers, on va dire privés, encore qu'ils ont toujours été privés, comment ils fonctionnent, par exemple, comment Musk, comment ces gens-là fonctionnent avec la NASA, par exemple, quels sont leurs rapports? Est-ce que c'est juste de la prédation, je prends les meilleurs ingénieurs, je les paye un peu plus cher, j'ai fini de faire... Je ne peux pas penser que la NASA garde pas la main, en fait. Mais la NASA ne garde pas la main, la NASA loue des services. C'est comme quand vous prenez, une voiture de location, vous allez de Paris à Lyon, soit vous prenez votre voiture, soit vous dites je vais acheter un voyage. Alors, est-ce que c'est TGV? Est-ce que c'est avion? C'est un peu moins l'avion en ce moment. Est-ce que c'est Blablacar? Est-ce que c'est vélo? Est-ce que c'est mobilette? Est-ce que c'est moto? Vous choisissez. La NASA fait la même chose. Voilà, je dois aller vers l'ISS. Donc, je vais payer le service. Je ne vais pas construire la fusée, je ne vais pas la développer, etc. Je vais la faire développer et je vais payer le service. Voilà, on paye un service. Et j'allais dire, on travaille. Et la volonté de la conquête de la Lune aujourd'hui, c'est la même chose. On va payer un service pour aller sur la Lune. Donc moi, je vous paye, je suis la NASA, je vous donne 300 millions et vous m'amenez sur la Lune. OK, on tape et puis on fait ça. Et comme vous dites, évidemment que, comme par hasard, on est aux États-Unis. Donc il y a un mélange de public-privé dans les ingénieurs. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous travaillez pour la Défense 2 ans, vous travaillez pour la DARPA 3 ans, vous travaillez pour l'Université Stanford 4 ans, et vous travaillez pour la NASA 5 ans, puis SpaceX 6 ans. Je veux dire, c'est fluide. Il n'y a qu'en Europe qu'on imagine que non, il y a des barrières infranchissables entre le public et le privé, etc. Tout ça, c'est fluide. Et j'allais dire, c'est fluide et ça s'enrichit. Et il n'y a pas le mépris de l'un pour l'autre. En Europe, surtout en France, on a le mépris pour le public. Le public, c'est pas bien, c'est sale, alors qu'on finance 95% du spatial, alors que le privé, c'est génial, sauf que le privé, ça représente quelques pourcents seulement du spatial. Donc voilà, cette fluidité américaine fait qu'on peut développé, et la NASA, il y a le marqué NASA sur Crew Dragon, parce que c'est un lancement financé par la NASA, mais il y a marqué SpaceX aussi, parce que c'est la voiture que vous prenez, c'est une Renault. Voilà.
C'est pas une Peugeot. Alors, en effet, là c'est un changement qui est assez fondamental dans la logique d'achat en fait, des prestations, mais ça cohabite encore avec le business as usual où on voit par exemple le Space Launch System qui est le lanceur lourd de la NASA, réalisé par Boeing et plein de contractors à l'ancienne, façon Apollo en fait. Mais en gros pour la Lune, il y a deux systèmes qui cohabitent. Et c'est assez intéressant de voir les effets que ça produit sur la NASA. Et toutes ces questions-là sont en fait hyper conflictuelles au sein de la NASA. Il y a encore plein d'affrontements sur la place du privé, du public, la part relative, avec par moments des moments de brouillage. Et en effet, on le voit à travers les carrières des uns et des autres, parce que ça circule en effet de façon assez fluide, étonnamment. Mais ça n'empêche pas que par moments, il y a des frictions. Et moi, j'ai interviewé des gens dans certains centres de la NASA qui bossent pour la NASA depuis très longtemps, mais qui sont des privés, des ingénieurs contractors qui font partie d'associations, etc. Moi, j'étais surpris avec ma casquette de CNRS, fonctionnaire d'État, etc. J'arrive là-bas et en fait, personne ne bosse vraiment pour la NASA, entre guillemets, en tant que civil servant. Ce sont surtout des contractors qui cumulent plein de tâches. Par exemple, j'avais interviewé un type qui, le matin, se levait et puis pilotait un satellite. L'après-midi, il faisait du Space Traffic Management. Et à la fin, il était sur une manip d'observation de la Terre. Il avait 3 contrats en même temps. Et lui, il était privé, quoi. Il faisait partie d'une association. Et ça, c'est 75% de la main-d'œuvre de la NASA. Donc l'idée de la NASA comme agence fédérale, en fait, il faut vraiment regarder comment ça fonctionne de près. Et c'est l'histoire de l'État fédéral américain, de sa culture très particulière de l'action publique, qu'il faut réinjecter dans l'analyse. Sinon, on ne comprend rien dans la part du public et du privé. En effet, par moments, c'est brouillé, mais par moments, il y a du raidissement et l'establishment politique et fédéral est capable de taper du poing sur la table quand ça ne va pas du tout, y compris pour SpaceX, etc. Ça peut être assez rude, hein. La force de rappel fédérale quand les contractors finalement font montre d'un peu trop de désir d'autonomie. Et là, on le voit par exemple avec Starlink, etc. Il y a des querelles de régulation. C'est pas forcément la NASA qui est engagée, mais ça va être la F2A qui contrôle les licences, etc. Ça peut être l'agence de protection de l'environnement, parce qu'il y a des déploiements au sol, etc. Donc là, il y a encore des enjeux de régulation publique. Donc les privés ne font pas non plus tout ce qu'ils veulent, quoi. Mais en tout cas, sur le modèle d'achat de prestations, ouais, c'est vraiment quelque chose qui transforme assez l'économie du spatial, en tout cas en orbite basse terrestre, clairement. Alors, l'orbite basse, est-ce que vous pouvez préciser? Ça fait plusieurs fois que vous le dites. En gros, c'est de 100 km, bon, c'est la ligne de Kármán, enfin, c'est une espèce de convention très construite historiquement depuis les années 50, jusqu'à à peu près 1000 km. On peut aller un peu plus, mais c'est plutôt 1000 km. Et là, on a tous les satellites de télécom, d'observation de la Terre, on a l'ISS, enfin, on a beaucoup de trafic. On a Thomas Pesquet là, dans cette... Il nous regarde peut-être. Voilà, 482 km, l'ISS. 480, c'est pas très loin, 482 km. Ah non, c'est comme on dit, quand on disait, quand vous êtes en Ardèche, vous êtes plus loin de l'hôpital que l'ISS. Hein. L'ISS, c'est 4 heures pour descendre dans l'hôpital. Voilà. Donc voilà, vous êtes à l'Ardèche, j'ai rien contre l'Ardèche, hein, mais c'est un exemple, hein, je veux dire, la Corrèze aussi, ou les monts d'Arrée si vous voulez. Donc voilà, donc c'est les deux symboles, et j'allais dire, ce qui est assez étonnant en effet, c'est cette proximité, mais physique, visuelle, et d'où les problèmes par rapport à Mars. C'est que la Terre, vous la voyez comme si c'était grossissant devant vous, quand vous êtes dans l'ISS, et même sur la Lune, c'est tout près. Quand vous serez sur Mars, vous verrez un point, et psychologiquement, entre un truc énorme près de vous, tout bleu, tout beau, etc., et un point dans l'univers, ça peut être psychologiquement plus dur. Et alors justement, on sera quand sur Mars? On le sait? On le sait. Quand je dis on, c'est nous, le genre humain. La dérivée est normalement, on habitera sur la Lune dans 10-20 ans. Donc d'ici 2030, 2035, on sera sur la Lune, on habitera. C'est-à-dire qu'il y aura un habitat durable. Il faut compter 20-30 ans de plus, à mon avis. Alors, peut-être pas durablement, mais en tout cas, je pense que d'ici 50 ans, les jeunes qui sont là verront un homme atterrir sur une femme, parce qu'on pense que c'est plutôt une femme qui atterrira sur Mars pour les problèmes de ionisation, etc. Ça résiste mieux à ces types d'ondes que les hommes. Il y aura une femme qui sera sur Mars et qui posera le pied sur Mars. Et ça a l'air d'être une certitude. Arnaud Saint-Martin? Alors... Moi, je serais plus réservé, dans le sens où j'ai écrit un petit peu sur la futurologie martienne et comment ça projette les activités spatiales depuis très longtemps. Mais par contre, entendons-nous en termes de planète, le possible, on va dire à l'échelle 2100, c'est la Lune, c'est Mars.
Et stop. Et stop. Pour l'instant. Enfin, Le reste, c'est pas très agréable, quoi. Ouais. Non, c'est très peu habitable. Déjà Mars, Oui, on va Mars, en parler. Hein. J'ai On vu peut en le parler. film Seul Ouais. sur Mars, ça m'a Déjà, pas complètement même emballé. si ça a réactivé le tropisme marxiste aux États-Unis, la NASA a organisé plein d'événements à Washington avec Matt Dillon, etc. Donc là, il y a un usage aussi de l'ASF à la NASA, très propagandiste, pour réveiller le rêve martien, qui est un peu le mandat de la NASA depuis le début, avec Von Braun, etc. Mais enfin, moi, j'ai toute une bibliothèque à la maison de bouquins des années 60-70 qui nous vendaient Mars dans les années 80. Et voir les premiers bébés sur la Lune avant les années 2000. Et donc il y a toute une histoire longue des prophéties, des promesses de colonisation, bon, moi que je relis en tant qu'historien, sociologue, en suspendant le jugement et la croyance. Et l'intérêt, en fait, moi, c'est d'analyser justement les mécanismes de la croyance et le fait que ça se ravive constamment, etc., par ce jeu des projections, des scénarios. Et là, moi, je fais pas de futurologie, je suis pas astrologue, voilà. Et je suis en 2021 et j'observe en effet la façon dont les agences se projettent. Et en gros, c'est constamment reporté pour plein de raisons objectives, matérielles, technologiques, humaines. Ça va être un défi mais monstrueux d'aller sur Mars. Et moi, je suis en train de préparer un petit papier justement là-dessus sur les projections martiennes. Et je vais commencer le papier de façon un peu ironique. Bon, c'est un peu mesquin, mais je vais commencer ce papier sur un des grands projets des personnes qui portent le projet de colonisation martienne, c'est de nous envoyer dans des caves, dans des grottes, dans des cavernes, parce que ça sera le plus habitable. Et ça fait depuis 30 ans en fait, qu'il y a plein de scénarios à la NASA. C'était des concepts avancés dans les années 2000. Ils ont mis pas mal d'argent dans cette R&D, cette futurologie. C'est puisque à la surface c'est très compliqué, même d'installer des bulles, des bases, tout ce que vous voulez, allons dans les grottes. Donc le futur que nous vend la NASA pour l'instant, c'est l'homme de caverne, Marcia. Et là, ça fait quand même pas mal réfléchir sur l'idée de quel genre de civilisation on veut transplanter, et aussi espèce de survivalisme presque implicite que ça suppose. J'ai fait partie d'un petit comité qui réfléchissait justement sur vivre et habiter sur Mars à horizon 2050-2060, et les discussions étaient assez pessimistes, hein. Même si on peut réactiver le schéma, pour le réaliser, ça va être compliqué. Mais même si on ne connaît pas leur départ du train, puisque ça, effectivement, ça va être compliqué de dire 2050, 2060, etc. Déjà mort. La question, il me semble, c'est en fait pourquoi c'est inéluctable. Pourquoi on sait que cette planète est finie, on sait à peu près quelles sont les projections démographiques, on sait que le genre humain a exploré tous les territoires. Voilà, et qu'aujourd'hui, son horizon, en termes d'exploration, c'est ou l'espace ou les grands fonds. Alors, on s'intéressera à la question de l'exploration, de ce désir-là, de cette aventure humaine-là. Mais vous avez l'air tous les deux de dire que de toute façon, aller sur Mars, la Lune, en tout cas, de faire l'expérience d'habiter ces espaces-là, c'est inéluctable. Donc, pourquoi c'est inéluctable, Gilles Rabin? Alors, pourquoi c'est inéluctable? D'abord, par rapport aux grottes, c'est le professeur Blamont qui a parlé des grottes les premiers. Donc c'est un Français qui a développé le concept de grotte. Je ne crois pas du tout que l'habitat martien, dans les 50 ans à venir, ça sera les grottes. C'est pour habiter longtemps. Mais bon, c'est une discussion interne, on en parlera après devant une bière. Donc, pourquoi c'est inéluctable? Parce que, d'abord, vous avez affaire à des accélérateurs de particules, qui sont Musk et Bezos. En effet, pendant 20-30 ans, on a géré administrativement le spatial. Et là, d'un seul coup, on a des personnes qui ont développé des outils qui, avec le Starship, on va diminuer par 50 ou 100 le coût d'envoyer quelque chose dans l'espace. Vous imaginez? Voilà. C'est la découverte de la voiture par rapport aux chevaux, c'est la machine à vapeur. Donc, on change de monde. On change de monde. Donc, ce monde accélère. Alors, est-ce qu'il accélérera plus vite ou moins vite, etc. Mais j'allais dire, et le second élément, c'est que pour moi, en effet, il y a deux conceptions aujourd'hui qui s'affrontent. Une conception politique de l'espace qui est notre planète est finie, il faut aller voir ailleurs. L'homme est une espèce multiplanète. C'est le discours régulier aux États-Unis. Et donc, notre ambition, notre volonté, c'est de conquérir les planètes, la Lune et Mars. Et c'est plutôt un discours américain au sens philosophique américain. L'extraterritorialité, la vision après le Mississippi, il y a le Pacifique. Après le Pacifique, il y a Hawaï. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. Donc voilà, ça c'est le premier élément. L'Europe est complètement différente. Nous, pourquoi on est sur Mars? Parce qu'on est sur Mars avec le rover Persévérance. Parce qu'on veut savoir d'où vient la vie. Et ça, c'est ce qui nous
nous concentre et nous obsède, c'est la découverte de la vie. Et ça, c'est différent. Donc il y a une philosophie qui est plutôt celle de conquête, qui est pour moi dans les gènes américains, et une philosophie plutôt scientifique, un peu von Humboldt, qui mesurait les hauteurs de toutes les collines sur lesquelles il grimpait, qui faisait des dessins de tous les plantes, en disant, dans le fond, la vraie question de Mars, c'est la question de l'origine de l'homme, puisque Mars était pratiquement comme la planète Terre il y a quelques milliards d'années, et Mars a dérivé par rapport à la Terre. Donc voilà. Donc c'est des éléments. Donc c'est pour ça qu'on va conquérir. Pour nous, pour découvrir d'où vient la vie, comment elle s'est créée dans notre univers. Pour les Américains aussi, pour conquérir de nouveaux territoires. Martin, peut-être. Ouais, pour un complément, je suis complètement d'accord avec cette partition, cette vision. Et j'ajouterais la dimension religieuse aux États-Unis, qui est souvent sous-estimée. Moi, dans plein d'entretiens que j'ai eu avec des entrepreneurs, des patrons de grosses boîtes pour certaines, il y a un moment, quand ils me parlent de la nouvelle frontière, c'est la terre promise, vraiment, en me disant oui, c'est religieux. Moi, je vais à la messe le dimanche matin. Et cette dimension-là, moi, j'étais pas prêt en fait à l'entendre, parce que j'avais une vision purement économiciste peut-être de cette activité entrepreneuriale, etc. Mais en fait, elle est colorée spirituellement. Et par certains aspects, ça revenait assez longuement dans les interviews où les gens, ça peut durer 2-3 heures quand je vais voir quelqu'un. Donc, il se raconte aussi à travers le sens qu'il met dans son activité. Et là, j'ai été surpris de voir que derrière la conquête, et c'était pas étonnant, c'était parfois dans des déserts que je les interviewais, c'était dans l'Utah, chez les Mormons, c'était au Texas, pareil. Et il y avait une coloration religieuse. Et donc, la nouvelle frontière, la destinée manifeste états-unienne, c'est aussi... c'est la terre promise. Et donc la culture de Mars, et moi ça m'avait frappé par exemple, c'est purement anecdotique, mais j'avais assisté à un congrès en Utah, un grand congrès sur les technologies satellites, et je m'étais baladé aussi en marge dans le désert, et là on trouve les analogues martiens, quoi, les bases, où on est censé s'entraîner. Alors c'est la Mars Society qui organise tout ça, c'est déjà dans le désert américain. C'est rougeoyant, c'est complètement désolé, c'est loin des villes, et ils sont déjà sur Mars. Et je trouvais que c'était intéressant, cette proximité déjà à Mars, quoi, mais purement physique. Et tout ça enrobé dans une croyance, pour le coup, très chrétienne, avec une idée du salut aussi. On va s'extraire de la Terre et se sauver tous ensemble sur une nouvelle planète. Mais vous avez l'air de dire tous les deux que cette histoire de conquête de l'espace ou d'exploration de l'espace... c'est une histoire américaine, profondément américaine, en tout cas dans sa version XXe siècle, dans sa version réelle de tentative réussie d'être allé dans l'espace. Pour autant, la question du déplacement des peuples dans l'histoire du peuplement de cette terre, il s'est fait partout, de manière... à partir de plusieurs endroits et tous les peuples. Enfin voilà, c'est pas états-unien comme attitude, cette idée de se déplacer, d'aller voir plus loin, de former un autre village et puis une ville, etc. Donc c'est pas états-unienne. Alors pourquoi vous le reliez tant, cette question de l'espace, cette question de l'histoire spatiale à l'histoire états-unienne? Ce n'est pas que à cause d'Apollo. D'abord, vous savez, ça a commencé par l'opération Paperclip, c'est-à-dire Paperclip, comment récupérer les meilleurs ingénieurs allemands en 1944, en 1945 en Allemagne. Et les Russes avaient la même opération qui s'appelait un autre nom, et les Français, on a piqué ce qui restait, quoi. Et on les a amenés à Vernon, à 100 km de Paris, parce que les Allemands ne pouvaient pas aller à moins de 100 km de Paris après la guerre. Mais j'allais dire... la conquête, en effet, c'était une lutte entre les États-Unis et la Russie, puis après, aujourd'hui, entre la Chine, et les États-Unis. Donc, on change un petit peu. Mais j'allais dire, c'est toujours la même idée, c'est toujours la même vision de la conquête. Et j'allais dire, faut se rappeler que les lois américaines sont extraterritoriales. Les États-Unis pensent leur pays au-delà des frontières géographiques. Nous aussi, puisque c'est venu de chez nous. C'est Danton qui dit la France n'est pas un pays, c'est une idée. Les États-Unis, c'est pas un pays, c'est une idée. C'est une idée de conquête. Je disais, l'Utah, etc. Donc les États-Unis ont toujours eu cette ambition d'aller plus loin, puisque maintenant les projets ne s'appellent plus Nouvelle Frontière, ça s'appelle Endless Frontier, la frontière infinie. Voilà, on est dans la frontière infinie. Donc c'est un petit peu ça. Et donc cette extraterritorialité, cette vision d'un peuple élu, en effet c'est religieux, c'est un peuple élu, les États-Unis sont un peuple élu, in God we trust.
c'est ce peuple élu qui a comme vocation, encore une fois, discours du président des États-Unis, Roosevelt, en juin 40, pendant que la France s'effondrait. L'ambition des États-Unis, c'est de conquérir le monde par les armes ou par la culture. Voilà, c'est ça. Et c'est dans l'ADN américain. Mais ce qui veut, là, je suis complètement d'accord. Il y a d'autres imaginaires culturels de l'exploration spatiale, de la conquête. Il y a la version soviétique, cosmisme, etc. Tsiolkovsky, l'humanité l'homme soviétique qui se réalise dans le cosmos, et c'est la construction du cosmos, et non plus de l'espace. Donc là aussi, il y a une construction culturelle, politique de ce vers quoi on tend. Et ça, je suis complètement d'accord. Il faut vraiment l'intégrer dans l'analyse. Et en gros, le New Space, on peut y voir, là j'arrive avec mes gros sabots, mais comme une forme d'impérialisme culturel. Il y a aussi projection de cette politique dont on parlait jusqu'à présent. Alors moi j'étudie aussi beaucoup l'importation du paradigme New Space entre guillemets. Et ça se fait pas n'importe comment, c'est qu'il y a déjà un terreau favorable. Les relations franco-américaines sont travaillées depuis maintenant des décennies, alors avec les soviétiques aussi, les Russes, mais on parle avec tout le monde en gros. Mais n'empêche qu'il y a toujours eu ce tropisme, et le CNES, dans sa fondation, les fondateurs sont partis avant voir comment ça se passait au JPL, à la NASA. Donc il y avait déjà stratégie d'importation de certains modèles d'activité. Et donc c'est pas un hasard que le New Space performe aussi vite et aussi bien en Europe, en France, avec des gens qui ont vocation aussi à faciliter l'adaptation de ce nouveau modèle entrepreneurial 2.0, avec du capital risque, tout ce qu'on imagine. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Par exemple, interviewer les porteurs d'intérêt qui font la jonction entre les deux continents. Par exemple, il y a des associations, des groupes d'intérêt qui organisent cette croyance selon laquelle on est en train de vivre une révolution. Moi, je me suis beaucoup intéressé à la Space Frontier Foundation, par exemple, qui est une fondation qui naît à la fin des années 80, début des années 90, avec des gens qui portent déjà ce credo de la révolution, de la Space Renaissance. Alors, ils théorisaient aussi en termes d'espace alternatif. Mais dans les années 90, c'était plutôt associé au grunge, donc ils ont parlé de New Space plutôt. Mais finalement, il y avait déjà ce travail idéologique. Et les premières conférences, c'est dans les années 2000. Et en Europe, moi j'avais été voir, peut-être que tu y étais, il me semble, au Luxembourg en 2017, la première conférence New Space. Et là, c'était un moment assez intéressant. La Space Frontier Foundation vient en Europe pour vendre ce modèle, clé en main, à des décideurs, des financiers, etc. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant en termes de convergence. Et derrière, ça véhicule évidemment des idéologies de ce que devrait être l'espace. Oui, j'y étais. Mais ce qui est intéressant, c'est que on est un petit pays, mais on est un pays qui a une politique assez indépendante par rapport au spatial. D'abord parce qu'on discutait avec les soviétiques, alors que c'était interdit pour les Américains de discuter avec les soviétiques. Aujourd'hui, on discute avec les Chinois, alors que c'est interdit aux Américains d'envoyer un mail en Chine. Donc j'allais dire, on a des génies, Jean-Pierre Bibring, des gens comme ça, qui travaillent avec la Chine depuis des années. Donc j'allais dire, on a la deuxième science mondiale en ce qui concerne l'astrophysique. La France, tout petit, deuxième pays mondial pour l'astrophysique, et deuxième pays pour la science martienne. Donc j'allais dire, nous, on a réussi à faire cet équilibre un peu compliqué des fois politiquement. Et en effet, on résiste bien. Je me rappelle, à Luxembourg, il y avait une gentille dame de Planète qui nous racontait que vous, les Européens, vous êtes des imbéciles, vous milliardaires, ils ne s'intéressent pas au spatial, ils s'intéressent au luxe, la preuve que vous êtes complètement stupide, retravertés, etc. Et j'allais dire, ces gens-là vous donnent la leçon, mais de manière un petit peu abrupte, en Europe. Et donc on lui avait dit non, mais vous n'êtes pas chez vous d'abord. Et puis en Luxembourg, si, un peu les Américains. Et donc nous, on a une vision complètement différente du spatial. On a une philosophie différente du spatial. Et cette vision, elle est notamment le travail avec tout le monde. Je crois que la France est le seul pays au monde avec le plus de partenariats dans le monde entier. L'Australie, les Émirats arabes unis, Israël, l'Inde, le Chili. Donc, on travaille avec le monde entier. C'est ça qui est un phénomène un peu particulier. Donc, on arrive à faire ça. Et j'allais dire, c'est un des derniers territoires où la France est présente dans tous les pays du monde, y compris la Chine, y compris les États-Unis, et avec une technologie qui est quand même de pointe au niveau mondial. Et juste une anecdote, cette dame de Planète, moi je l'avais interviewée avant qu'elle soit chez Planète. Et au tout début, elle travaillait pour la représentation permanente polonaise. Ensuite, elle est passée à la Commission européenne sur le programme Copernicus, et maintenant, Planète. Donc, ces revolving doors super intéressantes qui montrent comment on construit l'intérêt aussi mercantile, commercial, pour les acteurs américains en Europe qui investissent beaucoup de billes pour récupérer les contrats européens. Là, ça manifestait aussi
parce qu'elle incarnait le New Space finalement. Ce qu'elle vendait aussi, c'était la start-up basée à San Francisco qui cherchait à s'européaniser, bon, voilà, avec toutes les méthodes qu'on connaît à Bruxelles. Alors, vous disiez tout à l'heure, tous les deux, que les États-Unis, dans leur ADN par rapport à leur relation à cette conquête spatiale, il y avait cette question de l'extraterritorialité qui était vraiment fondatrice. Concernant la Chine, qui est quand même une des superpuissances actuelles, qui investit également ces champs-là, quelle serait la motivation de cette superpuissance qu'est la Chine? Il y a une histoire complètement différente de celle des États-Unis. La Chine, c'est le retour d'un géant, quoi. C'est Napoléon, quand la Chine s'éveillera. Et j'allais dire, c'est un pays qui, d'abord, qui a des scientifiques qui ont notamment, la plupart, fait des études aux États-Unis, qui ont travaillé dans le laboratoire universitaire, etc. C'est assez frappant de voir. Alors, ce qui est frappant et désarmant, puisque quand vous allez en Chine, d'habitude, ils parlent très mal américain ou anglais, et vous passez pour Shakespeare. Et quand vous rencontrez des gens qui travaillent dans le spatial en Chine, ils ont passé toute leur vie aux États-Unis, donc ils parlent un américain extraordinaire, et donc vous êtes un peu vexé. Donc il y a cette capacité-là, et cette capacité de puissance, c'est la reconnaissance. Faut se rappeler, enfin, la Chine se construit sur cette blessure d'être un pays humilié, la guerre de l'opium, cette humiliation-là, et donc plus jamais cette humiliation-là. Et donc la Chine a la volonté d'être présente dans l'ensemble des technologies. Et j'allais dire, on regarde le spatial aujourd'hui, regardez l'intelligence artificielle, regardez l'avance qu'a la Chine sur l'intelligence artificielle, c'est par la volonté d'être présent et d'être en capacité de pouvoir manager ces innovations technologiques. C'est la DARPA du côté américain, a été créée sous le concept les États-Unis ne doivent être jamais surprises par une technologie qui peut les mettre en danger. La Chine a le même concept, ne jamais être surprise par une technologie. La Chine est sur la Lune, y compris avec la France, puisqu'on se promène avec eux sur un rover. Et la Chine a fait quelque chose dont on n'imaginait pas que ça serait possible, une tentative à l'atterrissage sur Mars. Les Américains ont beaucoup échoué, ont réussi beaucoup maintenant, mais les Chinois ont réussi one shot, la première fois. Et ça montre leur technologie et savoir-faire. Et la Chine veut exister parce que la Chine veut être une superpuissance avec toutes les armes de la superpuissance. Mais une difficulté de suivi de l'émergence de cette puissance. Et tous les experts qui travaillent sur la Chine depuis l'Europe le savent bien, que c'est vraiment pas évident parce que le partage entre le civil et le militaire est pas évident, le rapport au Parti communiste, etc. Et aussi, ne serait-ce que le chiffrage du budget, quoi. Il y a des spéculations. On sait à peu près... Il y a des fourchettes hautes, basses, etc. Mais c'est pas évident. Et ce qu'on voit en revanche, c'est des prouesses techniques. En effet, Mars... impressionnant. Ils ont réussi à poser un rover. C'est hyper difficile. Ils réussissent. Et en plus, tous les formats de la com attendus du spatial aujourd'hui. Donc, il fait son selfie, le rover, etc. Donc, ça marche bien. Enfin, ils se sont adaptés au train de la politique spatiale internationale avec cette ambition de devenir, une grande puissance qui maîtrise tout de A à Z. Et finalement, a été contraint de le faire de façon relativement autonome, certes en copiant un petit peu, en allant espionner aux États-Unis, etc. Il y a quelques affaires retentissantes dans les années 90, c'est assez violent entre eux. Hein. Et c'est vrai que c'est saisissant de voir aux États-Unis, en 2019, congrès de l'IAC à Washington, le grand congrès astronautique, les Chinois ne sont pas invités. C'est quand même extraordinaire, il n'y avait pas de visa. Donc il y a une adversité qui est vraiment terrible, féroce, qui contraint finalement les Chinois à faire avec et en même temps à montrer les biceps. Hein. Et les capacités militaires sont aujourd'hui assez inquiétantes sur les missiles balistiques intercontinentaux, des capacités agressives entre satellites, des rendez-vous qui peuvent être assez, là aussi, agressifs entre satellites militaires chinois, etc. Donc il y a la facette scientifique de l'exploration sympathique, consensuelle, puis il y a la partie un peu plus dure du militaire de défense. Et là, les Chinois sont très en avance aussi. Et ils font vraiment flipper Washington en ce moment. Il y a un nombre incalculable de symposiums, de conférences sur le spatial militaire chinois aux États-Unis parce qu'ils sont super inquiets et ils ont des bonnes raisons de l'être. Alors justement, comment construire? On a parlé tout à l'heure de, comment vous avez dit, sans frontières ou frontières infinies. Voilà. Donc, on imagine bien cette concurrence géopolitique, mais qui pourrait devenir militaire dans ce nouveau champ de bataille qu'est l'espace, en tout cas peut-être entre la Terre et Mars,
la Terre et la Lune. La Terre et Mars, c'est relativement expansif, puisque effectivement la distance varie d'une saison à l'autre. Et donc cette bataille dans ce champ, au-delà des aspects technologiques, bien sûr, mais comment dire, qui nous disent que le genre humain est en train d'exporter dans l'espace des choses qu'il a fabriquées dans le temps et l'espace sur Terre, c'est-à-dire la question des frontières, la question de la souveraineté, et donc la question des conflits, etc., etc. J'en passe des meilleurs. Donc finalement, c'est une expansion en 3 dimensions au-delà de l'atmosphère d'un sujet finalement qu'on connaît assez bien. Oui, c'est l'histoire. Enfin, vous savez, la marine verte, la marine bleue, la marine verte pour les territoires, la marine bleue pour le grand large. C'est-à-dire, et il faut se rappeler que ce que Johnson a dit à Kennedy quand Sputnik a décollé, il a dit les communistes survolent les États-Unis. Donc depuis 60 ans, on est déjà dans cette lutte. Et donc aujourd'hui, la stratégie américaine, c'est pour ça qu'on est loin des milliardaires. C'est la space dominance. Voilà, il faut dominer l'orbite basse, parce que l'orbite basse, c'est une orbite où, on devra détruire des satellites. On travaille à détruire des satellites. Alors le problème, c'est les phénomènes de destruction en chaîne avec des orbites, mais on est en train de travailler sur la destruction de satellites, y compris nous aussi, en France, on réfléchit à des choses intéressantes. Et on est en train de réfléchir sur, notamment, grâce aux méga constellations, qu'on peut penser que c'est, encore une fois, un milliardaire qui s'amuse à lancer des satellites, mais à quoi ils servent ces satellites en orbite ? À quoi ils servent ? Notamment, ils servent à avoir des clouds dans l'espace pour les avions de chasse, parce que quand vous êtes en avion de chasse, vous ne pouvez pas récupérer les informations qui sont au sol. Donc vous allez récupérer dans le cloud. Et s'il n'y a pas ces satellites en orbite basse qui peuvent vous donner des informations en temps réel, vous avez des difficultés. Donc voilà, toutes ces technologies sont bien dans une seule vision de space dominance, qui est la même en Chine, avec des virgules près, et notamment philosophiques, parce que la vision philosophique est complètement différente. Et donc, on est bien dans cette bataille-là qui s'ouvre. Et ce que tu disais, on est dans winner takes all business. Le gagnant, il écrase tout le monde. Donc, le gagnant, en ce moment, c'est Starlink pour l'orbite basse et les méga constellations, donc de télécommunications. Aujourd'hui, vous pouvez acheter à Lyon ou en Corrèze, si vous voulez, un décodeur, et vous avez l'Internet très haut débit dans n'importe quel endroit, etc. Et même si vous êtes gamer, vous pouvez jouer avec un Coréen, vous battrez peut-être si vous êtes rapide. Donc voilà, ça existe déjà, c'est cela. Et cette ambition d'espèce dominance, c'est en effet, c'est le champ de bataille de l'avenir, mais j'allais dire comme la mer a été après le champ de bataille, les guerres du Péloponnèse. Aujourd'hui, tu parlais des militaires américains. Les militaires américains relisent régulièrement Thucydide et le piège de Thucydide avec la guerre du Péloponnèse. C'est leur symbole. On remplace l'espace, on remplace le maritime par l'espace, et on a les mêmes contraintes. Oui. Pareil, en fait. Oui, en effet, depuis les années 50, et les premiers à investir le domaine spatial, ce sont été les militaires, hein, depuis le début. Tu as cité Paperclip, l'opération Paperclip. Bon, c'était des militaires, en l'occurrence des SS, mais clairement, c'était les forces armées qui usaient du missile, hein, pour des fins agressives. Hein, c'était attaquer Londres, etc. Et après, on a commencé à placer des charges scientifiques en même temps que des charges nucléaires. Et l'idée, c'était quand même de travailler sur la technologie balistique, et ça a toujours été plus ou moins sous contrôle de fait de la défense. Et le commerce même des véhicules spatiaux aux États-Unis, c'est ITAR, c'est des régulations, c'est des clauses de régulation du trafic d'armes, en fait. Tout ce qui, de près ou de loin, touche à la technologie spatiale, c'est de l'arme, c'est de l'armement. Donc ça, je veux dire, le rapport avec la défense, il est consubstantiel à l'histoire même de ces technologies, qui sont duales aujourd'hui, civiles, militaires, mais de fait, c'est militaire. Et quand on va enquêter, d'ailleurs, en sociologue aux États-Unis, moi, il y a plein d'endroits où je ne peux pas entrer à cause de ça. Et en plus, parce que je suis fonctionnaire d'État, donc forcément, potentiellement espion, hein, je fais de la reconnaissance ouverte. Donc ça suppose plein d'accréditations, de signatures, de clauses de confidentialité, de ce que vous voulez. Donc en gros, je peux rien dire. Hein. Et ne serait-ce que, j'ai vu des micro-lanceurs, de boîtes d'ailleurs qui ont coulé depuis Vector Launch System, par exemple. J'ai vu les lanceurs, j'ai fait des belles photos, mais ça reste sur mon disque dur. Hein, je peux rien en faire parce que ce sont des missiles. Voilà. Et cet élément-là, je pense qu'il est aussi important à mettre sur la table. Parce qu'encore une fois, c'est pas pour déniaiser, c'est pas pour désenchanter, mais en fait, c'est une partie hyper importante du spatial. Le GPS, tout ça, c'est l'armée quand même, entre autres. Et la Space Dominance, moi je me rappelle, j'avais fait un stage à Washington à l'Institute of Space Policy avec Scott Pace,
qui a été le grand conseiller de Donald Trump sous son mandat, le secrétaire du National Space Council, qui avait été réactivé par Trump. Moi, je l'avais vu travailler juste avant. Et il avait été, dans la campagne précédente, conseiller de Romney, donc c'était vraiment le faucon républicain, etc. Et on parlait que de space dominance. Vraiment, c'est les Américains dominent et doivent dominer, doivent écraser tout le monde dans l'espace. Et le discours de Mike Pence en 2019 à Washington, c'était impressionnant. C'était les drapeaux partout, les aigles et tout, et c'est nous qui sommes les premiers, quoi. Et d'ailleurs, les Chinois sont même pas là pour le voir, parce qu'ils n'existent pas. Donc ça, c'est vraiment un point qui est assez crucial quand on parle conquête, colonisation. On est quand même dans une imagerie très, très martiale, quoi. Alors, ça veut dire qu'on a déjà des juristes qui travaillent, des assureurs qui travaillent sur des questions de savoir si un petit entrepôt est né dans un, je sais pas quoi, sur une base ou sur Mars, si quelqu'un tue quelqu'un, quelle juridiction, je veux dire, on est déjà en train d'imaginer ce monde-là. Il y a plusieurs pays qui ont des lois spatiales. La France en a une, loi d'opération spatiale. Le Luxembourg en a une très agressive par rapport aux ressources des autres planètes et astéroïdes. Les Américains ont des lois. Mais j'allais dire, ce qui montre bien qu'on est passé d'une vision futuriste et science-fiction à une vision... alors comment on fait si un enfant naît dans la station spatiale comment on fait si Thomas Pesquet tue son collègue russe, par exemple, ou russe tue Thomas Pesquet, etc. Donc voilà, il y a déjà des questions comme ça qui sont tout à fait ouvertes. Voilà, où on mettra la base, est-ce qu'il y aura un drapeau, etc. Donc toutes ces questions-là aujourd'hui, pour moi, c'est encore peut-être plus déterminant que la technologie. Parce que quand ça devient un problème de droit, on parlait des conquistadors de Villars, quand on commence à avoir des notaires qui viennent mesurer les arpents de terre à côté de Lima, parce que voilà, ça va devenir une difficulté entre Pizarro et son frère, bon, là, on se rend compte que le business commence à prendre, quoi. On en est là aujourd'hui sur le spatial. C'est ça qui montre que, à mon avis, ça va beaucoup plus vite et que ce phénomène de sociologie, de droit, de juridique, il commence à être déjà très très présent dans le spatial, pour les bons côtés aussi, ce qui nous oblige, nous, à pouvoir désorbiter un satellite sans qu'il pollue et sans qu'il s'écrase sur une ferme ou sur l'habitat. Donc ça, on a déjà ça. Donc on commence déjà à travailler sur... Et les Européens, par exemple, on travaille très fortement sur... On n'envoie pas de microbes dans l'espace. Donc tous les satellites et tous les objets qu'on envoie sont très très travaillés, etc. Quand Musk a envoyé sa voiture dans l'espace, ils n'ont pas trop vérifié s'il y avait des microbes, etc. etc. Donc ces méthodes-là sont complètement différentes. Mais oui, on commence à avoir le juridique. On va avoir dans 2, 3, 4 ans des problèmes, des procès liés à l'ISS ou liés à la station sur la Lune. Il y a même des gens qui réfléchissent. Par exemple, on a reçu en janvier cette année une archéologue australienne qui s'appelle Alice Gorman et qui travaille avec d'autres chercheurs bien sûr à la question du statut juridique de la Lune, donc, comme d'autres travaillent au statut juridique d'une rivière ou d'un fleuve ou d'un grain de riz. Voilà, c'est des choses qui commencent à se faire jour, à travailler sur le statut juridique de non-humains, et pour autant d'espace entier ou voilà, ou une partie de la biodiversité. Donc c'est des questions qui vont se poser. C'est pour ça que je parlais de ces questions juridiques, parce qu'en général, quand un juriste commence à arriver, et un assureur, parce que je pense que et le notaire, c'était une bonne figure aussi, effectivement, mais ça commence, voilà, on entre dans le dur. Donc il est difficile, je me dis, comment vous imaginez cette chose-là, parce qu'il y a évidemment la Lune, Mars, qui d'une certaine manière sont notre famille. Quand je dis notre famille, je parle de la famille de la Terre, et nous sommes juste une petite composante de cette planète. Alors que l'espace, qui est difficile à se figurer quand on n'y a pas mis les pieds, puisqu'en l'occurrence, il faut quand même un appareil particulier pour y mettre les pieds, c'est un espace en tridimension, c'est en multiples dimensions, infini par ailleurs. Donc voilà, comment on met du juridique là-dedans, comment on met de la souveraineté là-dedans, comment s'inscrit le champ d'une bataille là-dedans. Enfin, ça pose des questions qui sont au-delà de techniques, et des questions aussi philosophiques, éthiques, existentielles et autres.
Sur la Lune, il y a clairement une bataille normative assez passionnante en ce moment. Ça se passe à l'ONU, au comité pour l'usage des usages pacifiques de l'espace. Il y a plein de groupes de travail qui sont là-dessus, sur la réflexion du traité d'espace de 67, qui en effet ne prévoit pas l'appropriation des corps célestes. Il y a utilisation pacifique, etc., mais pas appropriation et exercice de la souveraineté. Or, il y a des petits coups de force d'entités comme d'États comme les États-Unis, sous Obama, le Space Act 2015. Il se pourrait qu'on autorise des entités privées, des entreprises par exemple, à s'approprier des ressources et à les exploiter. Sur la Lune par exemple, exploiter sur la surface ou sous la surface, ce qu'on peut exploiter là-bas, et sans qu'il y ait pour autant exercice de la souveraineté nationale des États-Unis. Ce qui pose des questions juridiques assez compliquées, parce que de fait, ces acteurs privés, ces agents économiques, ils vont sur la Lune après immatriculation, licence de l'État fédéral. Donc de fait, ils engagent aussi la responsabilité juridique de l'État, et le modèle n'est pas si évident que ça à lier, quoi. Donc là, c'est en cours en fait, et c'est assez déconcertant par moment, parce que clairement chacun essaie de porter ses billes. Donc il y a le Luxembourg en effet qui a tenté un forçage sur l'utilisation des ressources, etc., avec même exercice de la souveraineté, il me semble. Donc c'était quelque chose d'assez lourd, et ça a été pris comme un pavé dans la mare du droit spatial, parce que précisément ça va contre le traité de l'espace de 67. Et il y a le traité de l'espace de 67, mais il y a aussi le traité de la Lune, qui lui c'était en 79-80, lui prévoyait une autre philosophie de l'usage. C'était le partage équitable entre toutes les nations, et pas forcément celles qui ont des capacités spatiales d'ailleurs, parce que l'espace est une province de l'humanité. Donc il y a une vision très communiste, c'était largement poussé par l'URSS à l'époque. C'est une des raisons pour laquelle c'est pas passé d'ailleurs. Il y a eu un lobbying dingue de plein d'activistes pro-commerce aux États-Unis qui ont fait échouer ce traité. Mais là, ce traité finalement revient par la boucle via par exemple la mobilisation des astronomes contre Starlink, qui est hyper intéressante, parce qu'eux ils disent non, surtout pas, protégeons le ciel. Donc non seulement régulons cette activité, ce trafic. Est-ce qu'on est obligé d'en lancer autant, même si techniquement c'est pertinent pour le service, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une super connexion pour télécharger des vidéos de petits chats? Donc ça pose plein de questions. Et par ailleurs, ça pose aussi la question, à un moment donné, de la responsabilité de ces opérateurs. Parce que Starlink, c'est aujourd'hui 1700 satellites. C'est des petites machines à laver là, qui se suivent, etc. C'est assez étonnant, vous avez peut-être vu ça, les déploiements, il y en a 70 d'un coup qui débarquent dans le ciel. Et il faut les opérer. Et aujourd'hui, dans les estimations basses, ce serait à peu près 8 à 10% des satellites qui sont plus complètement manœuvrables, opérationnels en tout cas. Et dans ces 10%, peut-être 2-3 qui sont plus du tout fonctionnels. On ne sait pas comment les désorbiter. C'est énorme en fait. 2-3% sur 1700, c'est énorme. Et là, ça pose plein de questions techniques, mais aussi réglementaires, parce que juridiques, de responsabilité. Si ça merde, qui est responsable? C'est SpaceX, c'est l'État américain qui va payer s'il y a des dégradations, s'il y a des effets en chaîne que tu évoquais, syndrome Kessler, collision entre deux satellites, ça génère des fragments qui vont en générer de nouveaux, etc. Et là, on pollue pour pas mal de temps plein d'orbites qui sont hyper stratégiques pour plein d'usages, Donc là, la question se pose maintenant, et oui, en effet, c'est dans les 3-4 ans. Non, mais ça me fait rire. Ça me fait penser. Non, mais je pense à la controverse de Valladolid. Vous voyez, je pense à ça où, à un moment donné, au tournant du XVIe, XVIIe siècle, les Espagnols, je crois que c'est les Espagnols ou les Portugais, je ne sais plus. Les Espagnols ont statué sur l'état, sur la qualification même des populations autochtones qu'ils allaient colonisé, on va dire. Je ne sais pas si c'est le terme que j'utilisais à l'époque, mais voilà, et qu'il y a eu des grands débats juridiques sérieux, argumentés pour décider. Donc j'ai l'impression finalement que l'histoire c'est un continuum qui se répète, mais qui est juste expansif dans l'espace et dans le temps. J'ai une dernière question sur la question de l'innovation, parce que Gilles Rabin, vous êtes directeur de l'innovation. Je suis désolée. Et non, je voulais interroger ce terme, encore une fois, en toute liberté. Et donc, vous êtes directeur de l'innovation au CNES. Arnaud Saint-Martin, vous avez écrit un titre avec d'autres, un titre collectif qui s'appelle L'innovation en eau trouble. Et donc, je voulais confronter, on va dire, échanger un court moment sur ce terme d'innovation, évidemment en rapport avec la question des sciences.
et de l'espace si possible. Ce terme aujourd'hui, comment est-il porté? C'est porté. D'abord, c'est une quête, l'innovation. C'est une manière d'être. J'aime bien la conversion sur la deux, une plus intéressante qui est une controverse, il faut savoir si les femmes avaient une âme aussi. J'aime bien celle-là aussi. Et on ne sait pas encore. Mais j'allais dire, l'innovation, si, on a une réponse, je crois. Dites-le moi alors. C'est une quête, l'innovation. C'est à la fois une, j'allais dire, vous savez, l'innovation d'Anderson, c'est process, ressources, valeurs. Les process, c'est comment vous fabriquez l'innovation. Les ressources, c'est avec qui vous faites ça. Et les valeurs, c'est pourquoi vous le faites. C'est pour ça que l'innovation n'est pas la même aux États-Unis qu'en France. En Allemagne qu'en France. Parce que on a les mêmes ressources, parce qu'on a les mêmes ingénieurs, aussi intelligents que les Américains, que les Chinois, etc. Il n'y a pas de sujet. On n'a pas les mêmes process de construction d'innovation. Et on n'a pas les mêmes valeurs, parce que, voilà. Et donc, nous, c'est les valeurs, notamment la recherche pour la vie, etc. Donc, voilà, c'est ça, à mon avis, qui est intéressant à l'innovation. C'est une méthode, et cette méthode, elle varie de pays en pays. Et j'allais dire, c'est ça qui est toujours pareil, c'est de se confronter à d'autres réalités, à d'autres personnes, à d'autres travails. Mais c'est surtout, l'innovation, c'est surtout se confronter à son échec personnel. C'est ça qui est intéressant. Et donc, voilà, c'est toujours reconstruire. Et c'est peut-être la seule chose que nos amis milliardaires, si on y revient, nous ont apprises. C'est que on doit apprendre à échouer plus vite. Parce qu'on a tellement eu peur en Europe d'échouer sur le spatial. Parce que quand vous échouez dans le spatial, il y a des morts. C'est des voyages humains où il y a des dégâts monstrueux, c'est les satellites qui se rencontrent. Donc nous, on a tellement eu peur d'échouer qu'on avait toujours construit des choses extraordinaires qui fonctionnent comme des horloges. Les Américains nous ont démontré que pour aller plus vite, il faut échouer très vite. Voilà. Donc ils ont peut-être appris quelque chose qui a fait un peu évoluer notre valeur en disant peut-être qu'il faut qu'on échoue plus vite pour pouvoir avancer plus vite. Pour faire l'expérience de la réussite plus vite aussi. Donc ce qui conditionne pour réussir, beaucoup d'échecs. Pour échouer, il faut échouer. Donc, alors que nous, on ne voulait pas échouer. Surtout pas. Je ne sais pas si je vais présenter le bouquin qui est sorti en 2017, mais non, mais sur le échouer plus vite, etc. Oui. En même temps, ça pose plein de questions parce que, par exemple, moi, je suis avec beaucoup d'attention le développement de SpaceX à Boca Chica. Je m'étais rendu à Boca Chica en 2020. J'avais été voir le port spatial. À l'époque, ils avaient fait péter que 5 Starship, donc le véhicule qui va être propulsé par l'étage inférieur qui est énorme, qui fait 70 mètres. Et en effet, il y avait eu déjà quelques explosions. Et ils apprennent très vite, comme ça. Je suis complètement d'accord. Et de fait, mais avec un jeu sur les règles qui quand même aussi à interroger, parce qu'on accélère, certes, parfois trop vite, sans les autorisations, pour des bonnes raisons. Parce que, alors, là, je prends l'exemple très précis de Boca Chica, mais on pourrait... je ne veux pas en faire un paradigme, mais c'est un révélateur aussi de la façon dont là-bas, en effet, on veut innover très vite. C'est que ça explose, et pas n'importe où, c'est dans une réserve naturelle, au bord de la côte, avec des tortues qui viennent pondre, etc. Il y a les activistes environnementaux qui sont vraiment pas contents, et en ce moment, il y a des manifs juste à côté du port spatial. C'est d'ailleurs hyper intéressant. Et en effet, ils vont plus vite, mais par moments au mépris des règles élémentaires du savoir-vivre et de la considération d'autrui. Parce que à un moment donné, quand vous développez ce type d'activité, en disant, enfin, en mettant finalement les agences réglementaires au pied du mur, on n'a pas suffisamment vite les autorisations de lancement, etc. Mais c'est pour des bonnes raisons, parce que la technologie, elle est pas complètement mûre. On ne sait même pas ce qu'ils lancent, quoi. Il y a des moments où on le voit qu'après. Et ça, en fait, c'est pas vraiment possible. Enfin, quand vous travaillez en plus pour l'armée, pour la NASA, etc., vous avez des comptes à rendre, vous faites pas n'importe quoi. Et là, ce qu'on a vu quand même plusieurs fois avec SpaceX, c'est des gens qui font un peu n'importe quoi. Certes, après, ça peut réussir. Et Falcon 9, au début, ils ont fait un peu n'importe quoi. Falcon 1, en tout cas. Et certes, on apprend vite, mais par moment, je pense qu'il faut décélérer et se poser la question de où on va. Parce que espèce de fuite en avant sans plan initial, pour moi, ça me paraît par moments très questionnable. Et là, le Starship, par exemple, il a évolué mais plein de fois de son design. Et alors, pourquoi pas, ça peut marcher, c'est design par itération, c'est une innovation souple et tout. Mais par moments, ça brûle, quoi. Et ça brûle. Et puis, le jour où il y aura un mort, peut-être qu'on va commencer à se poser des questions. Et ça, c'est le cas de SpaceX, mais on pourrait prendre d'autres exemples dans l'industrie spatiale. De gens qui vont trop vite. Moi, je m'étais intéressé à Swarm Technologies. Je ne sais pas si tu vois, c'est
des Picosat, qui font de l'Internet des objets, eux, ils s'étaient pris une amende de 2 millions parce qu'ils avaient lancé sur un lanceur indien sans les autorisations du gouvernement américain. Alors eux, ils se vantaient d'être les pirates de la Silicon Valley. Regardez, on va plus vite, on transgresse les règles, etc. Mais les règles, si elles sont édictées, c'est pour des bonnes raisons aussi parfois. Donc là, il y a un jeu, à mon avis, entre la nécessité parfois d'aller vite et aussi la comptabilité minimale, quoi. On est responsable de ce qu'on fait et quand ça dysfonctionne, on doit aussi pouvoir anticiper les effets potentiellement très négatifs de notre action. Et pour l'instant, c'est un peu le Far West par endroit. Et je pense que là, il y a peut-être un travail politique à faire pour encadrer un peu plus ces activités. Il leur passe. J'ai une dernière toute petite question, c'est que je vous retourne à tous les deux. Avec cet univers qu'est l'espace, voilà, quels sont, en tout cas pour chacun d'entre vous, qu'est-ce que ça évoque? Quelle serait je sais pas, une image, une rencontre, un livre, un film,